Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle des femmes, de leur place en entreprise, dans les COMEX, dans les CODIR. On va faire le point évidemment sur cette loi Rixain à l'occasion des assises de la parité, 3e édition. Alors l'année précédente, ça s'était passé en distanciel, évidemment Covid oblige. Ce sera demain et on en parle avec mes invités parce que c'est en tout cas c'est le punchline, c'est pour accélérer encore plus le mouvement. C'est ce qui est écrit en tout cas à l'occasion de ces assises. Je présente mes invités. Lucille Desjonquières, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, présidente d'International Women's Forum France. Vous le présidez et c'est vous qui organisez ces assises, 3e assises de la parité. Merci d'être là. Vous nous ferez part de vos engagements, de tous ceux qui vont participer en présentiel et en distanciel à ces assises. Armelle Leveux-Séroud, merci d'être là. Vous êtes alors Chief IP Marque Droit au sein du groupe Servier et vous êtes membre du cercle Montesquieu et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici avec nous. C'est vos 2e assises de la parité auxquelles vous participerez. Merci d'être là. Et puis Gérald Carsanti, merci d'avoir répondu à notre invitation. PDG de SAP France, SAP entreprise de logiciels, un des leaders du logiciel, 3000 collaborateurs. Et on parlera évidemment du travail parce que vous êtes engagé sur cette question de la place des femmes dans les postes à responsabilité et puis d'une manière plus globale de l'égalité femmes-hommes parce qu'il y a la situation dans les COMEX puis aussi la réalité des femmes en entreprise, notamment sur les écarts de salaire. Lucille Desjonquières, d'abord, un mot, voire plusieurs. Elles sont placées sous quel signe ces assises de la parité ? Alors cette année, nous sommes placés sous le signe de l'accélération. Voilà. Et l'accélération, évidemment que les femmes font partie d'une croissance attendue et qu'on ne peut plus les ignorer. Et comme vous le savez, les assises de la parité, c'est surtout un rassemblement de femmes et d'hommes. Nous ne sommes pas là... Et d'hommes. Et d'hommes. Et c'est ça qui est important, car je dis souvent que nous, les femmes... nulle part sans les hommes. C'est pas les femmes contre les hommes, qu'ils n'iront pas plus loin sans nous. C'est ça, et ils n'iront pas plus loin sans vous, ça je suis d'accord. Et les grands de faire ensemble pour de la performance. C'est ça le credo. Deuxième participation, Armelle. C'est quoi votre engagement ? Alors, tant au sein de votre entreprise, même si vous vous occupez des marques, des brevets et du droit, mais c'est un sujet de préoccupation. Quel est votre engagement aussi au sein du Cercle Montesquieu sur ces sujets ? Le Cercle Montesquieu a, depuis de très nombreuses années, mis en avant le leadership au féminin dans le cadre de cette association de directeurs juridiques et de secrétaires généraux qui compte aujourd'hui un peu plus de 500 membres et au travers de sa commission des directrices juridiques au féminin. Et c'est pour ça qu'en partenariat avec l'International Women's Forum, nous participons à la construction et à l'animation de plusieurs ateliers et que nous nous attachons, comme on vient de le dire, à inclure des hommes dans ces ateliers, qu'ils soient participants ou modérateurs, parce que ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes et les hommes pour la performance de l'entreprise et de la société. Et c'est également le message du groupe Servier qui se féminise depuis plusieurs années de façon significative à toutes ces instances de management. Armelle, juste parce qu'on va parler de tech et on fait des émissions régulières. La tech peine à recruter des femmes, a du mal à recruter des femmes, mais dans votre secteur de directrice juridique, dans ce Cénac, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est quoi la répartition ? Il y a plus de femmes étudiantes en droit aujourd'hui. Et oui, non, mais c'est pour ça que... Mais moi, je viens d'une entreprise de la tech. Donc, j'ai été directrice juridique d'un petit groupe de tech. Donc, je peux dire que c'est possible d'être une femme dans un groupe de tech. J'ai été dans le secteur de la défense pendant 13 ans. Donc, être une directrice juridique dans un secteur d'hommes, c'est pas du tout ni incongru, ni impossible, ni infaisable. La tech, vous représentez une entreprise de la tech très connue, une marque très très connue, SAP. Je me suis laissé dire, et je pense que c'est aussi le message que vous porterez aux assises, que ces sujets doivent être portés au plus haut niveau de l'entreprise. Et vous en êtes le PDG. C'est essentiel ? Oui, parce qu'en fait, ce sujet, d'abord, on progresse beaucoup. Il y a eu des avancées au cours de ces dernières années importantes, et puis surtout parce que les jeunes générations qui arrivent avec un état d'esprit très différent. C'est-à-dire que les jeunes femmes, aujourd'hui, eh bien, elles revendiquent une égalité parfaite, les mêmes jobs, les mêmes droits. Même salaire. Même salaire, le salaire est important parce qu'il n'y a fondamentalement aucune raison à poste équivalent de donner un salaire différent à une femme ou à un homme. Les chiffres varient, on en parlera avec Lucie, mais sur les écarts, on a des 24%, des 19%. Moi, je suis allé voir votre index, vous êtes plutôt bien placé, en bonne évolution, parce que les écarts de rémunération femmes-hommes, 36 à 40 points, c'est plutôt pas mal. Comment on fait là pour
pour garder le cap quand on est le PDG? Quelles sont les instructions que donne le patron dans sa boîte pour dire, voilà, je veux que ça soit en règle? Il faut en tout cas agir à tous les niveaux de l'entreprise. Parce que si on agit au niveau du COMEX, alors il y a eu les boards avec la loi Copé-Zimmermann qui a été exceptionnelle, hein, elle a permis de changer 40%. les choses. Là, il y a la loi Rixain-Castaner qui est une bonne loi parce qu'elle va permettre d'accélérer au niveau des COMEX. Au niveau du COMEX, nous, chez SAP, on a réglé le problème depuis très longtemps, mais c'est pas compliqué. En réalité, c'est pas le sujet, parce que on est 7 ou 8, il faut trouver... Alors, tout le monde le fait pas, hein, mais le faire n'est pas compliqué, c'est ça que je veux dire. Donc vous êtes à plus de 4 femmes sur 8 membres du COMEX. Voilà, nous on est à l'équilibre, mais bon, c'est une volonté, et puis après... vous n'avez pas attendu la loi Rixain pour... non, bien entendu. Par contre, ce qui compte, c'est d'avoir le pool, le vivier des jeunes et des personnes plus expérimentées. Donc le vivier, c'est de s'assurer qu'on peut recruter. Alors nous, dans la tech, c'est pas si facile, parce que dans les écoles d'ingénieurs et les universités scientifiques, il y a moins de jeunes femmes que de jeunes garçons. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Aujourd'hui, on recrute 60% de jeunes femmes, ce qui est très bien. Et donc on a un bon vivier. Et puis ensuite, et c'est là la grande difficulté, on a 33% de femmes chez SAP, ce qui est supérieur au métier, au secteur de la tech, globalement, qui est plus bas. Mais c'est le plus dur, c'est ensuite de faire progresser ces femmes dans l'entreprise. J'allais y venir. Voilà. Et de les faire arriver à des postes de management. Lucille, il y a un sujet, parce que la loi Rixain donne jusqu'à 2035, donc c'est évolutif, loi votée en décembre 2021, 30% de femmes dans les COMEX, les CODIR. Et puis après, certains disent, 30% c'est bien, mais est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Et vous disiez au début de l'émission, plus vite encore. Plus vite, ça veut dire donner la possibilité aux femmes dans les catégories intermédiaires de pouvoir progresser dans l'entreprise. On lit des femmes qui disent, mais globalement, moi, le COMEX, j'irai pas, mais ce que je voudrais, c'est quand même progresser dans la hiérarchie de l'entreprise. Et je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais justement, cette loi va faire en sorte qu'elles vont se débloquer les situations. Et puis, il y a le COMEX au siège, mais il y a aussi des COMEX dans les filiales et autres. Donc, il y a un champ des possibles qui s'étend. Et si aujourd'hui, une femme s'inscrit dans un parcours où elle souhaite vraiment faire croître sa carrière, elle va aller voir son DRH, elle veut faire partie des hauts potentiels identifiés, et elle ne devrait plus avoir... Armelle, la question des femmes, qui est une question mais qui revient régulièrement, c'est la question de l'égalité de salaire, parce que ça c'est une injustice que vivent douloureusement les femmes dans l'entreprise quand elles le découvrent. Et puis il y a la réalité de leur quotidien. Alors je lisais des études qui sont issues du ministère du Travail sur la charge mentale, le nombre d'heures de tâches ménagères qui restent quand même à 1h30 à la charge des femmes, la réalité de l'entretien et l'accueil des enfants. Enfin, tout ça, la prise en charge des parents, les aidants, tout ça sont quand même des freins, puisqu'on parle du plafond de verre, mais c'est surtout des freins qui font que la femme automatiquement dit bon, potentiellement je pourrais y aller, mais mon quotidien fait que je peux pas. C'est une réalité, ça. C'est une réalité. Je pense qu'elle est moins prégnante pour les jeunes générations qui s'organisent différemment au sein de leur couple, au sein de la répartition de leurs tâches, avec leur fratrie parfois, avec des amis, qui n'hésitent plus à faire appel à des aides externes et à se dire, voilà, j'ai des arbitrages à faire, comme j'en fais tous les jours dans mes fonctions managériales, et je dois traiter de la même façon mes tâches personnelles. Donc après, on voit ce qui est le cœur de notre engagement, et souvent ce sont nos enfants, nos parents, et les tâches un peu plus ménagères, on va dire, on n'a plus aucun souci à les externaliser très très vite, ou à avoir des discussions très franches avec nos conjoints et maris. Oui, c'est ça, c'est une réalité très sociologique. Pour dire, voilà, il n'y a aucune raison que, voilà, cette semaine, je pars en déplacement. Donc là, c'est à toi de gérer les cours de sport. Ça a évolué, je pense que ça a évolué, les études montrent que ça évolue. Les pères sont de plus en plus ouverts. Les pères savent faire tourner une machine à laver. Que 12% ont pris les congés paternité. Je disais dans cette étude, il n'y en a que 12% qui les ont pris. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Vous les obligez, parce qu'on n'est pas obligé de les prendre. Non, on n'oblige rien, mais on donne des congés paternité, on l'a même augmenté, puisqu'on l'a doublé. Donc ça, c'est un élément fondamental, parce que si on donne aux hommes la possibilité d'équilibrer finalement la charge familiale, parce que c'est de ça dont on parle, mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que on voit bien que les jeunes générations
elles sont en train d'aborder la vie, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, de façon totalement différente. J'ai la chance d'enseigner depuis plus de 17 ans. Donc je vois les jeunes et les jeunes générations arriver, c'est très différent. Et ils ne veulent pas rater l'éducation de leurs enfants. Les pères revendiquent le fait d'avoir... Ils ont vécu des papas et des mamans qui n'étaient pas présents. Qui ont fait l'inverse. La tête dans le guidon. Donc ils se disent, non, nous on ne veut pas ça, nous on veut avoir un équilibre. Et ça va aider les femmes. Je pense que ça va être un accélérateur. Et les nouveaux modes d'organisation du travail aident à ça aussi. Aussi. Oui. Vrai dans les grandes entreprises, il faut rappeler que la loi Rixin ne concerne pour l'instant que les entreprises de plus de 1000 collaborateurs et salariés, et que pour toutes les autres, et il y en a beaucoup en France, je pense aux TPE, aux PME, à des filiales sous-traitantes de petites entreprises, elles ne bénéficient pas. Est-ce que ce sujet dont on traite là alors c'est très bien, ça fait avancer le sujet, ne touche que pour l'instant que les grandes entreprises, que les grands groupes, que ceux qui, j'allais dire, ont les moyens d'organiser ce type de vie, et puis qu'il y a une partie quand même des salariés femmes qui restent malgré tout sur le bord du chemin. Comment on fait là ? En fait, dans cette génération Z, dont on parle, et aujourd'hui le marché de l'emploi est assez tendu, ce sont les candidats qui font la loi et qui ont la chance de pouvoir aujourd'hui un peu décider de l'entreprise où ils vont aller. J'ai eu la chance de rencontrer une quinzaine de DRH il n'y a pas très longtemps, lors d'un déjeuner, qui me disent aujourd'hui, les entretiens se sont inversés. C'est nous qui vendons l'entreprise plus que le candidat qui va nous présenter son profil. Et si on ne fait pas assez de choses, même pour des petites sociétés, simples, au niveau écologique ou paritaire ou autre, le candidat appelle le lendemain et dit écoutez, non, quand vous ferez des... Voilà. Je ne suis pas totalement en phase avec votre façon de fonctionner aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on parle des assises d'un mot, parce que j'ai vu qu'en plus des pitchs de femmes start-upeuses, ça c'est intéressant, oui. On va les entendre, on va les voir, qui présentent leur start-up, et c'est la manière dont elles les vendent, dont elles se battent pour créer leur boîte. Puis il y a aussi des études que vous portez qui sont intéressantes, sur des études sur le genre, vous pouvez nous en parler de ces études en quelques mots ? Écoutez, parce qu'elles sont fondamentales. Oui, alors je pense que ce qui serait intéressant, c'est de débattre sur les résultats qui vont être obtenues, mais c'est vrai qu'elles sont significatives. Maintenant, à partir de là, le constat est bien, mais il faut avancer. C'est pour ça également qu'il y aura une charte à la fin des assises. Les thèmes, on peut les reciter, parce que c'est intéressant, c'est les thèmes de vos études sur lesquels peut-être l'an prochain vous direz, c'est sur le genre, c'est... Lucille, vous pouvez nous les développer ? Sûr. Écoutez, c'est sur le fait que, justement, on parle de paternité, on parle de progression au sein des COMEX, ça c'est un vrai sujet, des CODIR. En toile de fond, n'oublions pas que les assises de la parité, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de femmes dans le sport, de femmes dans les médias, mais la toile de fond, c'est femmes dans les instances de direction, COMEX et conseil d'administration. Et ces études portent beaucoup là-dessus. Gérald Kersanti, vous avez écrit un livre, Leader du troisième type, pour redonner du sens à notre engagement. Vous êtes un homme engagé, on l'entend, sur ces sujets. Peut-être que cette question va vous sembler incongrue, mais qu'est-ce qu'elles vous apportent, ces femmes ? Qu'est-ce qu'elles ont de différent ? Qu'est-ce qu'elles apportent à la vie de l'entreprise lorsqu'elles intègrent le COMEX, lorsqu'elles prennent la parole, lorsqu'elles disent des choses ? Tout simplement, elles ont une approche très différente. Et si avec un environnement qu'avec des femmes, ce serait pas bon. Un environnement qu'avec des hommes, c'est pas bon. Un environnement équilibré, toutes les études le montrent. Il y a plus de performance, il y a plus de créativité, il y a plus d'innovation. Les études sont nombreuses et toutes le démontrent. Donc c'est ça que ça apporte. Ça apporte une fraîcheur, des points de vue différents. Ça change la donne. Et vous le ressentez, d'un point de vue très concret. À chaque fois que j'ai eu des COMEX ou des équipes de management plus larges, équilibrées, j'ai gagné en performance, c'est une évidence. Le droit des femmes, parlons-en quand même, parce que c'est un sujet qui est rentré dans l'actualité, c'est le droit de disposer de leur corps. Avec toutes ces affaires de harcèlement, ça c'est un sujet important. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires, c'est peut-être parce qu'on en parle maintenant que la parole s'est libérée. Il y a un lien quand même très fort avec tout ça, avec cette idée que la place des femmes elles ont pris toute leur place et donc s'expriment sur ces sujets, ne se laissent plus faire. Oui, alors la place des femmes ne se résume pas à leur position de victime potentielle de sexisme ou de harcèlement. Non, mais elles l'expriment. Pour autant, effectivement, il y a une libération de la parole, c'est absolument indéniable. Parfois dans des mesures qui restent à canaliser, mais c'est très très simple, parce que ça permet aussi de... Vous parliez de l'équilibre entre les femmes et les hommes, c'est la création d'une intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle se fait aussi sur les interactions entre les hommes et les femmes,
qui doit se traduire dans le monde professionnel. Et c'est aussi là la recherche d'un certain équilibre. La libération de la parole, elle sert également à ça. Elle sert à évacuer un certain nombre de comportements qui peuvent être toxiques. Bien sûr. Toxiques Qui auparavant semblaient naturels et qui aujourd'hui ne sont plus acceptables. Mais toxiques pour les hommes et pour les femmes, mais aussi toxiques pour l'entreprise. Bien sûr. On parle de la capacité à attirer des jeunes talents. Quand ils arrivent et qu'ils entendent des blagues sexistes dans les couloirs, je peux vous dire, ça ne les attire pas du tout. Ça ne fait pas rire du tout. Ouais. Et quelque chose qui était avant banalisé ne l'est plus. En revanche, il ne faut pas non plus tomber dans des choses complètement aseptisées, des excès. Mais il faut trouver la bonne distance. Exactement, parce qu'il faut aussi respecter notre culture. On a une culture française, un peu bonhomme, un peu. Mais c'est toujours en trouvant le dosage. Mais c'est une question de respect. C'est une question de respect. La parole, c'est libéré. Et cette génération Z dont vous parlez beaucoup, finalement, qui rentre dans l'entreprise, diplômée pour beaucoup, rigole plus sur ces sujets-là quand même. Hein. Mais en fait, c'est fini, quoi. En fait, ce qu'il faut dire surtout, c'est que ça dépend beaucoup, là pour le coup, du management. Absolument. C'est-à-dire que quand le management met un certain état d'esprit, des règles, des valeurs, avec des interdits, parce qu'il y a un moment donné, il faut dire clairement, voilà les lignes rouges, celles que vous ne pouvez pas dépasser. À partir de là, les choses se font naturellement. Personne n'a envie d'être déplacé dans un environnement où c'est un bien-être général et où il y a un collaboratif qui fonctionne bien, Exactement. etc. Si c'est pas le cas, si le mauvais exemple est donné par le haut, en général, ça tourne pas bien dans l'organisation. Ce qu'il faut surtout, c'est tolérance zéro par rapport à ça. Absolument. Vraiment tolérance zéro. Donc ça veut dire, là on se tourne vers les COMEX et les PDG qui doivent sanctionner très vite et rapidement en tout cas. Et ça marche bien, parce qu'en réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes, les jeunes hommes en particulier, sont en train de comprendre l'intérêt de la parité dans l'entreprise et dans la société en général. Regardez le monde dans lequel nous vivons actuellement, on a plein de problèmes. On se dit quand même que lorsqu'on aura un équilibre homme-femme, ça pourra peut-être aller mieux. Ça vaut le coup d'essayer quand même. Et par ailleurs, c'est pour ça que même si les lois aujourd'hui ne concernent que les entreprises d'une certaine taille... Ça avait été un débat pendant le vote. Certains disaient, mais on peut aller plus loin. Il y a une question de pragmatisme. Moi, je suis pour que ça s'applique partout, bien évidemment, et tout de suite. Et plus vite. En revanche, 2030-2035. L'exemple vient aussi du haut. Et quand on voit des très grandes entreprises à forte notoriété, qui ont une capacité de prescription et une capacité de mettre en avant des femmes en tant que rôle modèle, ça permet aussi, et des hommes aussi en tant que rôle modèle, des hommes engagés pour la parité entre les hommes et les femmes, ça permet aussi un effet de capillarité et une accélération du déploiement par la prescription justement des collaborateurs qui vont vous dire non mais là il faut qu'on change le comportement de l'entreprise. Ouais, une seule femme, disait ce document assez riche sur la place des hommes dans les congés paternité, une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Oui. Ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un travail qui se fait, qui se passe dans vos entreprises, et on l'entend sur ce plateau. Dans la réalité des très hauts postes, tête du CAC, une seule femme. Il y en a 3 maintenant. 3 maintenant. Oui. Il y en avait une. Récemment, il y en a eu 2 très récentes là, puisque Veolia, puisque Orange et Engie. Et Engie. Oui. Engie. Mais c'était Engie auparavant, la seule entreprise qui portait une femme. Et avant, c'était Areva. Et alors, exactement. On peut espérer avec que Anne ces Lauvergeon. femmes-là vont avoir une influence positive en verticalité pour donner une chance. Mais justement, c'était une question un peu ethnologique, j'allais dire. Je me souviens d'une femme politique, je ne la citerai pas, qui disait mais l'égalité c'est important, mais si cette femme est un homme en jupe, ça ne sert à rien. Il faut espérer que ce sera une femme, femme. Non mais voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire. Oui. C'est aussi dans l'attitude, c'est le rapport au pouvoir, c'est le rapport... Il faut aussi espérer qu'il y ait des hommes qui aient des rapports au pouvoir plus féminins et des femmes qui ont des rapports au pouvoir plus masculins et que ça ne pose pas de difficulté. Dévoiler la féminité de l'homme et peut-être une masculinité chez la femme, pour trouver ce juste équilibre. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de leadership féminin ou masculin. On est d'accord. Il y a un leadership avec des qualités, des caractéristiques, des attributs qui sont les mêmes. La seule différence, c'est que nous faisons toute notre vie du mimétisme. On regarde autour de nous des gens évoluer. Les codes sont masculins aujourd'hui parce qu'il y a essentiellement des hommes. Donc beaucoup de femmes se conforment à ces codes masculins. Mais dans le temps, comme il va y avoir de plus en plus de femmes, et ça bouge, là. Les jeunes femmes vont pouvoir s'identifier à des femmes plus expérimentées avec des codes différents. Et donc, on va voir les choses bouger. Et moi, je suis absolument certain que dans les 10 ans qui viennent, on verra un changement, mais
considérable. Oui, parce que c'est un renouvellement de génération, de comportement et d'attitude. Il nous reste quelques minutes pour que chacun puisse s'exprimer. C'est quoi les objectifs? Au-delà des assises, qu'elles soient réussies, que chacun s'exprime, c'est quoi les enjeux là, à venir sur cette question de la place des femmes en entreprise? C'est qu'il n'y ait plus de quotas, plus de lois, que ça devienne un non-sujet, tout simplement. Les quotas, je le rappelle, jusqu'en 2035, seulement 30%. C'est vrai que la loi Rixain... on monte à 40%. On monte à 40%, mais la loi Rixain avait failli, souvenez-vous, ne même pas être débattue à l'Assemblée, pour des raisons de calendrier. Vous vous souvenez, elle est là. On pourrait aller plus vite. Il y a beaucoup d'encre. Certains dirigeants de sociétés très masculines, industrielles, disent que ça ne va pas être aussi simple que pour L'Oréal, voilà, c'était un groupe cosmétique. Et à côté de ça, je rencontre d'autres dirigeants dans des sociétés tout aussi masculines qui me disent il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de souci, on peut le faire. Gérald Carsenti, je parlais de l'index tout à l'heure, 76 sur 100, et vous l'améliorez encore. Comment ça se passe? Parce que pour le grand public, il y a des sanctions, parce qu'il faut rendre ces index, il faut remplir, les DRH remplissent des index sur l'égalité, sur les écarts de répartition des augmentations, les écarts de répartition des promotions, tout ça vous est demandé, le pourcentage de salariés augmenté à leur retour de congé maternité, qui rentrent dans ces index. C'est du déclaratif pour l'instant? C'est du déclaratif, mais surtout, je pense que Lucille disait ça, et c'est très juste. En fait, de plus en plus, c'est un critère quasiment existentiel. C'est-à-dire que les candidats, qu'ils soient jeunes ou expérimentés, regardent tout ça. Ils scrutent ces éléments-là. Ils vont voir ce chiffre. Bien sûr, enfin, ce chiffre ou ce qu'on fait concrètement. Ils regardent des actions, ils regardent ce que nous faisons, tout simplement. Est-ce que c'est des paroles ou est-ce que ce sont des actes? Et clairement, c'est la même chose sur l'environnement actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Et donc, je pense que notre devoir en tant que dirigeant, c'est d'avoir un plan très clair et de faire en sorte qu'il soit bien exécuté pour montrer des résultats concrets. Là, vous avez un service DRH, vous êtes le PDG, vos DRH vous disent, bon, j'entends, monsieur le PDG, mais on n'a pas le sourcing, on n'a pas les ingénieurs femmes, on n'a pas les développeuses. Oui, mais ça c'est vrai, donc ça veut dire que c'est un travail qui commence très tôt, où il faut commencer dans les écoles, et quand je dis écoles, c'est vraiment les primaires, à aller discuter avec... faire des présentations sous d'autres formes, bien sûr, que quelque chose de plus rationnel, mais quelque chose de plus ludique. Il n'y a pas que les DRH pour les femmes. Enfin, bien sûr, et puis après, c'est dans les collèges, c'est dans les lycées. Là, regardez, cette semaine, on a reçu des élèves de seconde et de quatrième et seconde. On leur parle, on leur montre à quoi sert la technologie. Parce qu'en fait, quand vous parlez de technologie à des jeunes filles, vous leur parlez de technologie, elles sont peut-être là, c'est peut-être la différence culturelle avec les garçons, ça les intéresse peut-être un peu moins. Dès que vous leur dites, mais grâce à ça, tu fais ça. On a des solutions pour l'hôpital de demain, on sauve des vies. On a des solutions pour la biotechnologie. Tout ça, on va créer une meilleure alimentation. Tout ça, ça leur parle. Et dès qu'on parle de l'usage, à quoi ça sert, ça change les choses. C'est la finalité. C'est la finalité qui fait. Ça aussi, c'est une façon de penser des femmes. Elles veulent voir concrètement les choses, l'aboutissement. Servier, pareil, vous êtes engagé sur ces exigences bien aussi sûr, là. Il faut avancer un peu plus et plus vite. Vous êtes d'accord avec ça? C'est le message que vous porterez aux assises? Oui, bien sûr. Il faut aussi... moi, mon objectif, c'est que dans 10 ans, on n'ait plus cette conversation, en fait. Qu'on oublie les quotas, en fait. Qui n'est pas le sujet des quotas. Les quotas, c'est un mal nécessaire. C'est pas une fin en soi. Personne ne peut se satisfaire d'avoir des lois qui imposent des quotas. Enfin, c'est presque affligeant. C'est contre nature. C'est contre nature. Donc, mais pas le choix. Absolument, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire pour rattraper une forme de décalage qui s'est construite avec le temps pour des raisons qui m'échappent puisque je n'étais pas, c'est assez historique, je suis très jeune bien sûr, mais l'objectif c'est qu'on n'ait plus besoin des quotas, c'est que dans 10 ans nous n'ayons plus cette conversation, c'est que dans 10 ans une petite fille de 4 ans se voit offrir un Lego technique à Noël pour pouvoir appréhender les métiers de l'ingénieur tout comme elle appréhende les métiers artistiques et qu'à l'inverse un petit garçon se voit offrir un atelier de reprographie et que quand on se pose la question de l'orientation, il y ait beaucoup de femmes dans les écoles d'ingénieurs, beaucoup d'hommes dans les écoles de mode, et qu'on arrête aussi d'avoir des préconçus de genre, de se dire dans les entreprises de tech, il n'y a que des hommes, dans les entreprises de cosmétiques, il n'y a que des femmes.
Enfin, c'est plus vraiment la réalité. D'autant plus que les jeunes femmes ont de meilleurs résultats que les garçons en matière scientifique. Exactement. Absolument. Elles ont d'excellentes notes. Et c'est vrai que souvent, le décalage se fait après. Ouais. C'est l'homme qui va monter en grade et malgré les résultats scolaires des bulletins de classe. C'est tout à fait exact. Merci à vous trois. Vous allez participer activement. Et évidemment, Lucille Desjonquières en première ligne, présidente d'International Women's Forum France, 3e assise de la parité. Ça sera mardi, donc demain. Merci à vous, Lucille. Bon vent pour ces 3e assises. Merci, Armelle Leveux-Séroud. Vous parliez évidemment de la fenêtre de Servier, mais aussi membre du Cercle Montesquieu. Et surtout du Cercle Montesquieu. Et merci à Gérald Kersenti, PDG de SAP France, très engagé, on l'entend sur ces questions. C'est une vraie volonté politique chez vous. C'est une vraie colonne vertébrale. Leader du 3e type pour redonner sens à notre engagement. Édition Erol. Le débat est terminé. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.